C'est l'une des femmes les plus puissantes de la planète. Je ne vous parle pas de Taylor Swift ou de Kylie Jenner, mais de Christine Lagarde, la patronne de la Banque Centrale Européenne depuis 2019. Mais qui est vraiment cette avocate de formation, au CV 5 étoiles, passée maître dans l'art de la politique monétaire? Et surtout, comment a-t-elle navigué entre les plus grandes crises de l'histoire moderne? Parce que oui, de la crise de la dette grecque à celle du Covid et celle de l'inflation en 2022, Christine Lagarde a tout vu. Et pour avancer, elle a dû jouer des coudes dans un univers assez masculin. Elle a appris à redresser les économies qui dévissent et à stabiliser des marchés en chute libre. Mais son parcours est aussi fait de moments compliqués. Des prêts extrêmement controversés liés à des pressions politiques ou encore une condamnation dans l'affaire Tapie. Bref, installez-vous, aujourd'hui, je vous raconte le parcours de cette star de la finance, sacrée deuxième femme la plus puissante du monde par Forbes en 2024. Christine Lagarde naît en 1956 dans le 9e arrondissement de Paris. Son père, diplômé de la prestigieuse école normale supérieure, est prof d'anglais. Sa mère, agrégée de lettres classiques, enseigne le français, le grec ancien et le latin. Christine et ses 3 frères reçoivent une éducation assez stricte, où la culture compte beaucoup. À la maison, son père lui dit « Tu n'as pas de droits, tu n'as que des devoirs ». Et sa mère lui répète « Il faut finir ce que tu as commencé ». Bref, vous le voyez, chez les Lagarde, on enseigne le goût du travail bien fait. En dehors des cours, elle développe une passion pour la nage qu'elle a gardée toute sa vie. À 15 ans, elle gagne d'ailleurs une médaille de bronze au championnat national de nage synchronisé. Dans une autre vie, il faut donc imaginer Christine Lagarde faire des saltos arrière aux Jeux Olympiques. Puis, à 16 ans, c'est le drame. Son père, atteint de la maladie de Charcot, meurt. Christine Lagarde en souffrira toute sa vie. Et quelques mois plus tard, après avoir obtenu son bac, elle décide justement de partir étudier aux États-Unis. Elle raconte souvent que ce départ, c'était aussi une manière d'aller vers son père, d'apprendre à parler cette langue qu'il aimait tant et de ne pas se laisser dévorer par le deuil. Après 1 an et demi passé dans une très chic école préparatoire dans l'état du Maryland, puis un stage auprès du sénateur républicain William Cohen, Christine Lagarde revient en France parfaitement bilingue. Et c'est en partie cette maîtrise impeccable de l'anglais qui explique sa conquête très rapide de la finance internationale, mais on n'en est pas encore là. Quand Christine revient en France, elle a 20 ans et elle fait le choix du soleil et des apéros au pastis. Elle part étudier le droit, la politique et la littérature américaine à l'Institut des études politiques d'Aix-en-Provence. Elle dit garder un très bon souvenir des heures passées à refaire le monde, attablée à des terrasses de café dans cette petite ville étudiante. Puis, elle poursuit ses études de droit à l'université Paris X à Nanterre et elle obtient vite son barreau pour devenir avocate. Et c'est justement dans cet univers qu'elle va commencer à briller. À 25 ans, ça y est, elle est prête à travailler, elle devient officiellement avocate. Et Christine Lagarde ne fait pas ses premiers pas dans le monde pro n'importe où. En 81, elle rejoint les bureaux parisiens de Baker McKenzie. Baker, c'est un vrai titan du droit. Premier cabinet d'avocats au monde, il comptait déjà à l'époque 2400 salariés répartis dans 35 pays. Quand elle arrive à Baker, Christine Lagarde est jeune, elle est déterminée, son profil anglo-saxon est bien vu dans cette boîte très internationale et elle grimpe la hiérarchie à toute allure. À 43 ans, fraîchement divorcée de son premier mari, le financier Wilfrid Lagarde, elle prend la tête de Baker. Et les 585 associés internationaux du cabinet l'ont même élue à l'unanimité. La mère de 2 jeunes garçons met donc les voiles pour Chicago, direction le siège du groupe. C'est l'heure de renouer avec son pays de cœur. À la tête de Baker, Christine Lagarde met en place une stratégie client d'abord, qui permet d'anticiper les besoins du client plutôt que d'adopter une posture plus réactive. Et cette stratégie rencontre un succès fou. En seulement 4 ans, le chiffre d'affaires de Baker augmente de 50%, c'est une vraie explosion. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que c'est un petit peu la même stratégie qu'a mis Jeff Bezos dans la direction d'Amazon. Mettre les besoins du client au centre du fonctionnement de l'entreprise, quitte à froisser un petit peu Wall Street et à rogner sur ses marges dans le court terme pour fidéliser les clients justement sur le long terme. Bref, c'est à ce moment-là que la classe politique française la remarque et tente de rapatrier ce talent. Bon, avant que je vous parle de son entrée royale dans la politique française, si vous en êtes là, c'est que la vidéo vous plaît, alors n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément pour produire ces vidéos. Un grand merci pour ça et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire qu'Actionnaire, c'est avant tout une newsletter quotidienne, gratuite, lue par plus de 80 000 personnes. Tous les matins, du lundi au vendredi, vous recevez un petit récap de l'actu éco et financière. C'est accessible, c'est facile à lire en 5 minutes et ça vous donne une vraie longueur d'avance et une compréhension sur les sujets ultra importants. Passez par le lien en description pour vous abonner. Alors vous le verrez, vous ne le regretterez pas et de toute façon, vous pourrez vous désabonner. Bref, on revient à Christine Lagarde. En 2003, le Premier ministre français de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, lui rend visite aux États-Unis. Son but, la convaincre de revenir en France pour se lancer en politique.
L'idée la séduit et Raffarin l'intègre dans son conseil pour l'attractivité. Ce conseil réunit 24 personnalités du monde du business pour réfléchir aux manières de redorer l'image de la France dans le monde. Là encore, la capacité de Christine Lagarde à naviguer entre le monde anglo-saxon et français joue en sa faveur. Et la droite française s'éprend d'elle. Après cette expérience réussie, en 2005, elle entre en politique par la grande porte. C'est Jacques Chirac qui la nomme ministre du Commerce extérieur. Sa mission, c'est d'aider les PME françaises à se faire connaître à l'étranger. 2 ans après, et une présidentielle plus tard, c'est le grand pivot. Nicolas Sarkozy la nomme ministre de l'Agriculture et de la Pêche en 2007. Mais le profil de cette avocate assez bourgeoise et sans aucune expertise sur le dossier agricole ne réjouit pas vraiment les syndicats. Alors oui, le tailleur Chanel et les Louboutins dénotent un peu dans les salons et les foires. Sarkozy décide donc vite de la déplacer. En juin 2007, il lui confie les rênes du ministère de l'économie, un des plus grands portefeuilles ministériels. De toute l'histoire de la République française, c'est la première fois qu'une femme est nommée à Bercy. Et c'est donc à ce moment-là le début d'une grande aventure où Christine Lagarde va faire ses premiers pas dans l'économie, un monde qu'elle ne va plus quitter. Une fois arrivée à Bercy, elle passe une loi pour défiscaliser les heures sup. Elle critique la lourdeur du code du travail et elle se dit favorable à la suppression de l'ISF. En gros, elle tient une ligne assez libérale. Mais à Bercy, où elle reste 4 ans, elle incarne surtout un pôle de stabilité, alors que l'économie mondiale plonge dans la tourmente. Juste après son arrivée, la banque Lehman Brothers fait faillite à New York, et c'est le début de la crise des subprimes, un effondrement économique comme la planète n'en a pas connu depuis le krach boursier de 1929. Et Christine Lagarde se retrouve à devoir gérer une économie où tous les voyants virent au rouge. En 2009, la France entre officiellement en récession, le chômage monte en flèche, pourtant, elle réussit à baisser le déficit de la France. Mais quand elle quitte le ministère, le taux de chômage frôle les 10% et sa défiscalisation des heures supplémentaires pèse sur les finances publiques. Donc finalement, son bilan n'est ni blanc ni noir. En tout cas, elle a réussi à maintenir l'économie à flot dans un contexte international très sombre. Et sa dernière intervention à la tribune de l'Assemblée nationale est l'occasion d'une standing ovation de la part de la droite. Les larmes aux yeux, elle confie alors aux députés « Ici bat le cœur de la République et le mien bat pour vous ». Plutôt mignon comme adieu. Et ces 4 années à Bercy lui auront permis de se faire une place dans les salles surchauffées où se décide la politique monétaire internationale. D'abord en tant que présidente de l'Ecofin en 2008, puis à la tête du G20 en 2011. Dans tous ces rôles, elle enchaîne les nuits blanches à négocier des plans de sortie de crise entre les partenaires internationaux. Et ces négos à la chaîne la mettent sur la carte des gens qui comptent dans le monde de la politique monétaire. De quoi prendre la tête de l'une des plus prestigieuses institutions financières du monde. En 2011, quand le français Dominique Strauss-Kahn démissionne brusquement du FMI, après avoir été arrêté à New York pour l'affaire que vous connaissez, Sarkozy encourage Christine Lagarde à chercher à prendre sa suite. Elle se lance alors en campagne, et l'as de la finance obtient vite le soutien de l'Europe, rassurée par l'idée d'avoir une Européenne à la tête du FMI, alors que la Grèce est menacée d'effondrement économique. Pour s'imposer dans la course, elle se lance dans un tour du monde et multiplie les visites dans les pays émergents pour essayer d'obtenir leur soutien. Et elle promet de chercher à créer un FMI plus juste, plus équilibré, notamment en poursuivant la réforme des droits de vote initiée par DSK pour donner plus de voix aux pays émergents. D'ailleurs, elle promet aussi à la Chine un haut poste au FMI. Elle tiendra promesse en nommant Zhu Min, directeur adjoint du fonds, un as de l'économie qui a aidé les banques chinoises à s'ouvrir aux capitaux étrangers dans les années 2000. Bref, sa candidature fait consensus. Et en juin 2011, le conseil d'administration du FMI la désigne présidente de l'institution. Mais peut-être que vous vous demandez ce que c'est exactement le FMI. Le FMI, c'est une sorte de méga-banque financée par les États et chargée d'assurer la stabilité de l'économie mondiale. Pour faire ça, le FMI accorde des prêts aux pays en difficulté financière, le temps qu'ils redressent leur économie et regagnent la confiance des investisseurs. Ces prêts du FMI, bien sûr, sont toujours assortis de conditions pour être sûr que le pays soit en capacité de rembourser les fonds. Mais cette conditionnalité des prêts fait souvent débat, parce que la doctrine du FMI consiste à demander aux pays au bord du défaut de paiement d'alléger leur secteur public pour réduire leur déficit, ce qui a tendance à augmenter le taux de pauvreté et de chômage dans les pays concernés. Donc en gros, l'arrivée du FMI dans une économie signe souvent un redressement des comptes dans la douleur. Et c'est ce type de prêt conditionnel que Christine Lagarde doit négocier pour sauver l'Europe quand elle arrive au FMI. En 2011, la crise déclenchée par la chute de Lehman Brothers en 2007 a abouti à une crise de surendettement. C'est ce qu'on appelle l'épisode de la crise des dettes souveraines. Et quand Christine Lagarde débarque dans le grand bâtiment en béton armé du FMI à Washington, en 2011, la Grèce
et Chypre sont au bord de la faillite. Et l'Irlande, l'Espagne, l'Italie et le Portugal, entre autres, sont plongés dans la tourmente. On ne lui envie pas du tout l'ambiance de son premier jour. À peine remise du jet lag, Christine Lagarde plonge corps et âme dans les négociations internationales et fait adopter des plans de sauvetage cruciaux pour ces États au bord du gouffre. Par exemple, pour sauver la Grèce en particulier, le FMI agit aux côtés de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne pour négocier des prêts gigantesques à condition que le pays adopte des mesures d'austérité drastiques. Mais en 2013, elle admet que le FMI a fait pas mal d'erreurs dans sa gestion de la crise, notamment en surestimant les hypothèses de croissance grecques. En clair, le FMI n'a pas intégré dans ses calculs le fait que la réduction drastique des dépenses de l'État allait casser la croissance du pays et rendre donc encore plus difficile le remboursement de ses dettes. Et c'est probablement cette capacité qu'a Christine Lagarde à reconnaître ses erreurs qui explique sa longévité. De son côté, la Commission européenne se dit en désaccord fondamental et nie les erreurs. Et justement, le dossier grec continuera de peser sur le premier mandat de Christine Lagarde. En 2015, les Grecs votent non au référendum organisé par leur Premier ministre Alexis Tsipras concernant l'adoption d'un énième plan d'austérité. Le pays entre en défaut de paiement après avoir raté la deadline d'une créance de 1,5 milliard d'euros au FMI. Vous vous souvenez peut-être de ces images, les Grecs font la queue devant les banques, les sorties de capitaux sont donc gelées. La Grèce est à deux doigts de couler et d'être exclue de la zone euro. Quand il voit ça, Tsipras finit par revenir sur ses promesses aux électeurs et il accepte les conditions d'un nouveau prêt du FMI et de la BCE. En tout cas, quand ce chapitre se ferme, c'est l'heure pour Christine Lagarde de se concentrer sur d'autres gros dossiers du FMI, notamment la question du manque de pouvoir des économies émergentes dans l'institution. Et en 2016, Christine Lagarde arrive à persuader les États-Unis que le temps du grand rééquilibrage est venu. Elle pousse le Congrès à ratifier la refonte des droits de vote au FMI qu'il traînait à valider depuis des années. C'est un vrai tour de force. Christine Lagarde reste donc une présidente assez populaire au FMI. Elle a réussi à dégeler des dossiers auxquels plus personne ne croyait et à rendre le FMI plus juste. Et en février 2016, elle est facilement reconduite à la tête de l'institution pour un deuxième mandat. Mais moins d'un an après sa réélection, un vieux démon revient la hanter et elle sort du sans faute avec lequel elle avait mené sa carrière jusque-là. En décembre 2016, elle est reconnue coupable de négligence dans sa gestion du litige opposant Bernard Tapie au Crédit Lyonnais. En gros, elle a validé la tenue d'un tribunal spécial pour rejuger cette affaire à la demande du camp Tapie quand elle était ministre de l'économie. Ils m'ont ruiné, humilié et m'ont mis en liquidation des biens. Elle a ensuite validé la décision de justice, étonnamment favorable à Tapie de ce tribunal. Ce qu'elle ne savait pas à l'époque, c'est que siégeait à ce tribunal un précieux allié de Tapie et de son avocat. Christine Lagarde est donc reconnue coupable de négligence, mais elle n'écope ni d'amende ni de peine de prison. Son casier judiciaire reste vide et le FMI réaffirme sa confiance dans sa direction. Si l'affaire reste une tache sur son CV, elle n'a donc pas vraiment freiné sa carrière au sommet. Mais 2 ans après ça, elle prend une décision qui cette fois va entacher sa carrière d'as de la finance. En juin 2018, elle accorde à l'Argentine le plus gros prêt de l'histoire du FMI. Un prêt de 50 milliards de dollars, rapidement rallongé à 57 milliards, pour mettre sous perfusion ce canard boiteux de l'économie mondiale. L'Argentine, c'est 8 défauts de paiement depuis le début du XXe siècle, un record absolu dans la région. Et cet énorme prêt n'aurait pas été décidé en toute indépendance, mais sous la pression de Donald Trump. Dites-vous bien que l'Argentine, c'est le petit chouchou du président américain. Donald Trump voit le pays comme un îlot libéral entouré de gouvernements qu'il considère comme d'extrême gauche, voire communiste, et il veut à tout prix voir le modèle argentin réussir. Et puis, en plus de ça, le père du président argentin, Francisco Macri, est un de ses vieux copains de business. Alors, en 2018, alors que l'économie argentine dévisse complètement, à 1 an des élections présidentielles, le président Mauricio Macri demande aux États-Unis de lui venir en aide. Et Donald Trump aurait ensuite fait pression pour que le FMI accorde cet énorme prêt à l'Argentine. Alors en réalité, pour l'instant, les circonstances de ce prêt n'ont pas été éclaircies. Entre-temps, l'appui de Donald Trump à l'Argentine s'est fait de plus en plus décomplexé. Jeudi 9 octobre, le secrétaire au Trésor américain a annoncé que les États-Unis venaient de finaliser un plan de crédit swap avec l'Argentine de l'ordre de 20 milliards de dollars. Donc on le comprend bien, l'amitié US-Argentine a sans doute pesé sur l'indépendance du FMI pendant les années Lagarde. Mais la patronne de l'économie mondiale laissera bientôt ses obscures affaires derrière elle pour renouer avec la vieille Europe. En 2019, Christine Lagarde quitte Washington pour prendre la tête de la BCE à Francfort, en Allemagne. Là aussi, comme à Bercy ou au FMI, elle est tout simplement la première femme de l'histoire à occuper ce poste.
Et son équipe à la BCE, c'est elle et 25 hommes. Exactement comme avant son arrivée au FMI, certains hauts placés de la BCE mettent en doute sa capacité à diriger cette banque sans avoir jamais étudié l'économie ni dirigé une banque centrale à l'échelle nationale. Mais comme lors d'un procès, chaque mot, chaque expression d'un banquier central est scrutée et chaque erreur se paye cher, en panique sur le marché notamment. En gros, il faut être réaliste sans être alarmiste, il faut être clair mais pas trop. Ce que Alan Greenspan, le directeur de la Fed pendant 19 ans, avait parfaitement résumé en disant « Si je vous parais clair, alors vous m'avez sûrement mal compris ». Une fois à la BCE, Christine Lagarde a pour mission principale d'assurer la stabilité des prix dans la zone euro. Et pour ça, son atout majeur, comme toutes les banques centrales à travers le monde, c'est sa capacité à fixer les taux directeurs européens. En clair, si l'inflation monte, la BCE augmente ses taux d'intérêt pour augmenter le coût d'emprunt et faire ralentir l'économie, donc l'inflation. Au contraire, si l'inflation ralentit, signe que la croissance stagne par exemple, alors là, elle baisse ses taux directeurs pour relancer l'économie. C'est un job absolument crucial pour l'Europe et qui se complique en temps de crise. Comme l'autre but absolu de la BCE, c'est de garder la monnaie unique possible, elle doit s'assurer d'une certaine cohésion et une certaine confiance entre les économies européennes et peut utiliser des mécanismes non conventionnels si certaines économies plongent en crise. Et c'est précisément ce que Christine Lagarde va devoir faire quand, à peine un an après son arrivée à la tête de la BCE, la crise du Covid démarre. Le jeudi 12 mars 2020, alors qu'une panique bancaire autour de la fermeture des économies couve et qu'Emmanuel Macron est à quelques jours de prononcer ça, nous sommes en guerre. Elle tient une première conférence de presse. Elle annonce que la BCE va procéder à des rachats d'obligations des États, en clair les aider à financer leurs dettes de l'ordre de 120 milliards d'euros, et annonce une baisse des taux. Mais ce n'est pas assez pour assurer les marchés et les bourses européennes chutent de 4% entre le début et la fin de son discours. C'est du jamais vu et la preuve que cette nouvelle pandémie donne des sueurs froides aux investisseurs. Alors, en quelques jours seulement, elle va mettre sur pied un plan de rachat de titres d'une ampleur inédite à 750 milliards de dollars. Voilà ce que la BCE dégaine le 19 mars 2020, de la folie furieuse, ce qui permet cette fois de rassurer les marchés. Dites-vous bien que depuis qu'elle a été fondée en 2014, la BCE n'a jamais refinancé l'économie européenne à un tel niveau. Certains analystes estiment même qu'avec cette décision, la BCE sauve la monnaie unique et donc quelque part qu'elle sauve l'Europe. Sinon, pendant le Covid, les économies plus faibles du groupe, comme l'Italie, auraient pu voir leurs investisseurs fuir quand des pays comme l'Allemagne auraient mieux résisté. Et cette grande division entre fort et faible aurait pu faire exploser l'euro. Puis, en 2022, alors que l'Europe sort enfin du Covid, c'est cette fois-ci la crise inflationniste que Christine Lagarde doit affronter. Là, elle a recours à des instruments plus classiques pour aider les citoyens européens, les taux directeurs. Après une ère de taux extrêmement bas pendant la pandémie, pour s'assurer que l'économie ne s'arrête pas complètement, la banque rehausse ses taux, graduellement, mais bien plus rapidement qu'à d'autres moments de son histoire. Bien sûr, ça n'empêche pas l'Europe de vivre avec une inflation galopante qui coupe dans le pouvoir d'achat des familles. Mais depuis 2019, l'économie a prouvé sa résilience face à une succession de chocs majeurs. Et le bilan de Christine Lagarde à la tête de la BCE, eh bien, il est plutôt bien vu dans l'ensemble. Alors là, vous vous demandez peut-être, après avoir entendu le récit de cette carrière exceptionnelle, qu'est-ce que l'avenir réserve à cette banquière hors pair ? Eh bien, si on sait que le mandat de Christine Lagarde à la tête de la BCE expire en 2027, on ne sait pas exactement ce qu'elle compte faire après. Si elle a souvent été pressentie au cours de sa carrière pour la présidence de la République, elle a encore affirmé récemment qu'il fallait être un peu fou pour entrer à l'Élysée et que ça n'avait jamais fait partie de ses projets. Par contre, elle est pressentie pour prendre la tête du World Economic Forum, le think tank des grands de ce monde qui se tient chaque année à Davos, en Suisse. Le fondateur et ex-patron de Davos, Klaus Schwab, a glissé en mai dernier qu'il était même question que Christine Lagarde quitte la présidence de la BCE pour celle du Forum de Davos avant même la fin de son mandat, en octobre 2027. Mais aucune news n'est sortie depuis. En tout cas, on sait que Christine Lagarde, malgré ses 69 ans, ne compte pas raccrocher les crampons et à se mettre à la retraite après la fin de son mandat. Et ça, c'est aussi parce qu'elle semble assez inquiète de l'état du monde. Pour le voir, il suffit d'écouter sa conférence à la Banque de Finlande début octobre. Là, avec un brushing impeccable comme à son habitude, elle a exposé ses craintes pour l'avenir. Entre les tarifs douaniers de Trump et le retour de la guerre, l'Europe doit naviguer dans un environnement international bien plus compliqué qu'avant. Alors, face à ce qu'elle appelle le grand retour de la géopolitique dans l'économie, cette habituée des salles de crise préconise une chose. Le sisu, c'est un mot finlandais que Christine Lagarde traduit comme ça. Courage and inner strength in the face of uncertainty.
C'est la fin de la vidéo, c'était Dylan. Alors pour terminer, je vous souhaite à tous beaucoup de tissus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez 2 secondes pour vous abonner et n'oubliez pas de liker cette vidéo.